Donc moi, je vais vous parler de l'être au monde de l'autiste face à la question du sujet, justement, puisqu'on posait un peu la question tout à l'heure, et essentiellement à partir des travaux de Fernand Deligny. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je fais un travail de doctorat avec Jean-Christophe Godard et je travaille sur l'autisme, et qu'il m'a demandé de lire Deligny et Malvina aussi, mais je n'ai pas encore fait, donc je travaille d'abord sur Deligny, et que moi, j'avais plutôt travaillé sur les post-lacaniens au départ. Donc il y a quelques recoupement. Voilà. Donc, l'autiste est-il un sujet? Et quelle définition Fernand Deligny donne-t-il du sujet? Cette question s'impose aujourd'hui pour penser une position vis-à-vis des autistes, mais pas seulement, comme on l'a vu tout à l'heure, qui se révèle cruciale du fait des avancées de plus en plus dictatoriales des neuroscientifiques qui considèrent l'autisme comme une maladie génétique qu'elle est peut-être, puisqu'ils n'en ont pas donné encore la preuve, que l'État définit comme un handicap avec tout ce que ce terme implique quant à un forçage à l'intégration dans notre société et à l'école aussi, puisque moi je suis aussi enseignante en primaire et que nous avons l'obligation d'intégrer des enfants autistes, et à l'imposition de normes comportementales. Je partirai d'une définition que Fernand Deligny propose, dont je vais essayer de déplier chacun des termes au regard de la question posée et d'en montrer l'apport et les limites. Donc, Fernand Deligny écrit « L'autisme est une forme d'existence anonyme, dénigrée et non assujettie, réfractaire à la domestication symbolique. » C'est une forme donc d'existence parce que l'autiste a une façon d'être, de se comporter, certes différente de la nôtre, mais qui s'inscrit dans ce qu'il nomme l'établi. Attentif aux moindres gestes de ces enfants-là, Fernand Deligny observe que l'autiste révèle au sens de mettre au jour l'établi, c'est-à-dire ce qui lui permet d'être s'il en est, et qui dans le même temps propose cette autre manière d'être, qui est de le traverser. Alors ça, c'est des citations, en fait, c'est des deux ouvrages qui sont sortis chez l'Arachnéen. Donc il y a œuvre, Fernand Deligny, et Arachnéen et autres textes. Car l'autisme ne le transforme pas, il l'incorpore, le répète, l'établit, à travers ses gestes d'usage réitérés dans l'utilisation des objets environnants et quotidiens. Ainsi met-il au jour par la répétition de l'établi une ressemblance émouvante entre lui et nous, malgré et par-delà l'étrangeté de son comportement. Donc on l'a vu tout à l'heure, balancement, il y a aussi des hurlements modulés qui peuvent moduler, et la nécessaire immuabilité des choses et des êtres qui l'entourent, du rythme journalier des activités, des trajets effectués, etc. Parce que l'expérience de Fernand Deligny, bien sûr, est à l'extérieur, dans ce qu'il appelle des réseaux, et donc plusieurs enfants sont accueillis dans un lieu avec des adultes, mais ce sont toujours les mêmes. Enfin, il essaye que ce soit toujours les mêmes qui viennent, qui soient là. Je ne sais plus où j'en suis. Par cet établi, donc, il est lié à nous. Il appartient à la même espèce humaine, au corps commun. De fait, Fernand Deligny nous oblige à penser autrement l'immuable et ce qu'il appelle le coutumier, en les distinguant respectivement de l'immobile et du routinier. L'immuable n'est pas ce qui ne bouge pas au sens physique du terme, mais ce qui ne peut subir de changement, qui demeure constant dans le temps, tandis que l'immobile se définit justement comme ce qui ne se meut pas, ne se déplace pas, comme ce qui demeure fixe dans un temps déterminé. Le temps habité, vécu, à partir de l'immuable et de l'immobile n'est pas le même. L'immuable a le goût de l'éternité, où l'objet et la place de l'objet sont identifiés comme identiques, tandis que l'immobile est fugace, ou tout du moins a lieu dans une durée plus ou moins longue. Ainsi, l'établi est immuable et doit le rester, pour que l'autiste puisse habiter ce temps hors du temps, cette sorte d'éternité du temps, dans lequel aucun changement, toujours bouleversant pour lui, ne doit se produire. L'établi appartient aussi à l'ordre du coutumier, c'est-à-dire ce qu'il appelle en fait Fernand Deligny le corps commun, ancré dans les habitudes du groupe humain, dans sa façon de faire, de parler, de se comporter, dans son histoire. Alors il donne des exemples comme faire la vaisselle, aller couper du bois, peler les pommes de terre, dresser la table, les assiettes que l'on pose sur une table, fourchette à gauche, couteau à droite, etc. Tandis que le routinier, lui, est individuel. C'est l'habitude prise de faire quelque chose toujours de la même manière, qui existe par l'individu qui l'accomplit, alors que le coutumier est commun, propre au groupe. Ainsi, l'appartenance de l'autiste à l'espèce humaine se révèle à partir de ce coutumier, d'après Fernand Deligny. Le voilà humain parce que ses gestes sont guidés par la coutume. Ils suivent, imitent, pourrait-on dire, répètent les coutumes du groupe humain. Il est anonyme parce que l'autiste, donc je reprends chacun des termes en fait donnés dans la définition. Il est anonyme parce que l'autiste ne se nomme pas, ne s'exprime pas en son nom, ne répond pas à son prénom qui l'inscrit dans notre société. Il est donc sans je, donc on l'a vu pour le schizophrène avec Frédéric.
ce qui pour moi est lié à sa résistance à la domestication symbolique, c'est-à-dire à une résistance à un investissement au monde par le langage. L'être au monde de l'autisme n'est pas de l'ordre du vouloir et donc du faire. Il se définit plutôt sous le mode de l'agir, qu'il définit lui-même comme tracer, courir, moduler des sons, des cris, donc différent encore du faire comme, de l'imitation ou du faire semblant d'eux, qu'implique le langage. Donc ils utilisent plutôt l'écholalie, le flux continu des programmes radiophoniques répétés en boucle, des choses que tu as rencontrées aussi. C'est un agir donc sans fin, dans le sens de but, un agir pour rien. Et ça, Fernand Deligny explique beaucoup le pour rien. C'est pour rien qu'on le fait, que c'est agi. Ceci, puisqu'il n'y a pas de sens, évidemment. Ceci parce que l'autisme n'est ni conscience d'être, ni d'être distinct d'un objet. C'est un mode d'être qui ne se distingue pas de la réalité, qui n'est pas indépendant de cette réalité. De fait, à regarder vivre des enfants autistes, cette capacité de se distinguer de l'autre ne semble pas toujours donnée. L'autre serait comme un double dans le réel, donc ça c'est les Lefort, catégorie que Fernand Deligny aborde à l'aide de la conception qu'en donne Lacan. Donc je fais rejoindre ce que tu as dit tout à l'heure. Le réel est quelque chose qu'on retrouve toujours à la même place, et s'il a bougé, c'est là son propre mouvement. C'est de son propre mouvement, pardon. Le réel, c'est le reste, la chose. L'autre est une chose là, présente aux côtés des autistes, une chose en mouvement, telle une pierre qui roule. Le réel est le registre dans lequel se tient l'autiste et dans lequel nous existons pour lui. Cette absence de conscience de soi et des autres implique pour Fernand Deligny qu'il n'est pas un sujet, c'est-à-dire un auteur présumé de ses actes, avec une identité consciente. Alors je cite toute tramée des effets d'inconscient et de langage. Donc pas de langage, pas d'inconscient. Mais plutôt un individu dont l'identité est inconsciente, du fait de la vacance du langage. Ce qui nous fait sujet, c'est le langage, le manque, le refoulement, la conscience de soi et des autres comme autre conscience de soi. C'est aussi de projeter, de réaliser, de faire. C'est pourquoi Deligny fait usage de l'infinitif et du mode impersonnel, on et CE pour SE, pour décrire les autistes et leur agir. L'autiste est défini comme une personne déterminée par un ensemble de circonstances à être telle ou telle. Donc il passe du sujet plutôt à l'identité, donc à conscience, à la personne. Une personne pour qui tout ce qui est de l'ordre de la nuance symbolique, des mots, l'humour, les attitudes, les mimiques ne sont pas entendus. L'autiste voit mais ne regarde pas. Il voit autre chose que nous, parce qu'il n'analyse pas, ne décrypte pas son environnement avec le langage. C'est pourquoi il le jalonne de repères, donc là aussi, ça va rejoindre ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure, qui font signe, mais signe sans signifiant, pour se retrouver dans l'environnement. Pour Deligny, ce qui fait le sujet, c'est son rapport au signe. Donc l'autiste est sujet pour Deligny parce qu'il a un rapport au signe comme repère et non pas comme signifiant. Signe donc sans signifiance d'une autre nature que la parole, puisqu'il demeure hors langage. Cependant, à la différence d'un Victor de l'Aveyron, auquel Deligny compare le sujet autiste pour en souligner l'identicité, à mon avis, la notion d'établi creuse au contraire un fossé entre l'enfant sauvage élevé par un animal, une louve, et un autiste qui a baigné dans le langage, qui a été parlé et qui a été élevé au sein d'une famille humaine, d'une culture familiale, d'un corps commun. Parce qu'en fait, Deligny il dit qu'il y a ressemblance, c'est la même chose, que Victor et un Jean-Marie dont il s'occupe, c'est pareil. Et moi, je pense que non, parce que justement, Victor, il sort de la forêt, il n'a pas eu le lien au langage, déjà. Même si l'autiste ne parle pas mutique, il a baigné dans le langage. Il a été parlé avant. J'avancerai également l'idée que l'établi, évoqué plus haut, se présente également comme un repère, au même titre que l'agir, que le, alors ça c'est les expressions de Deligny, vu, revu, prévu, du mouvement répété. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'idée de poser l'autiste comme une personne, dont Deligny respecte l'être au monde, qu'il apprécie d'autant plus qu'elle se méfie du langage, de son pouvoir qui assujettit le sujet. Ainsi, l'autiste n'est-il pas assujetti au langage, non par méfiance, comme le défend Deligny, ce qui supposerait, à mon avis, une volonté de s'y opposer, un choix, mais plus par incapacité. Ce n'est pas un sujet au sens philosophique du terme, c'est-à-dire comme conscience ayant conscience de soi et des autres comme autre conscience de soi, il est sujet du fait qu'il s'attache au signe comme repère pour survivre, qu'il territorialise, donc là on retrouve Deleuze, son environnement par ses repères, afin qu'il demeure immuable, par crainte que son monde environnant devienne étrange, étranger, invivable donc parce qu'instable, changeant, hostile. Donc je fais une citation qui est dans les œuvres de Fernand Deligny, La tentative, ça s'appelle. Tel est le contrat non pas proposé, mais imposé par l'usage de la parole, première mémoire omniprésente aux toutes premières perceptions de l'enfant. La chaîne est là,
la famille, immuable, et le moindre geste de tendresse implique baptême et appartenance à une certaine habitude que l'homme a prise d'être comme il est, tous les autrement étant d'emblée sacrifiés. Il faut que l'autre qui vient de naître semblable soit. Ce qui n'est qu'un mode de vie devient l'espèce qui n'est que de parole. C'est peu dire que la parole règne et signe ses sujets. Sujets, ils ne le sont que par le signe. Dernier terme de la définition, l'autisme est une forme d'existence dénigrée, puisqu'elle ne correspond pas à la norme des comportements attendus. Ce dénigrement a le goût de l'intolérance face à des comportements littéralement anormaux. Il faut donc intervenir, tenter de faire entrer l'autiste dans le moule comportemental, qu'il devienne comme nous autres. L'autiste dérange à plusieurs niveaux. Il dérange, il gêne parce qu'il ne correspond pas au comportement social attendu. On essaie de l'y plier de force, qu'il apprenne à lire et à écrire en répétant les mêmes exercices et les mêmes gestes pendant des heures, donc le dressage. Qu'il fasse de grandes études est un travail comme tout le monde, soit indépendant au moins puisqu'il ne peut être autonome. Il dérange aussi au sens où on ne sait pas, on ne maîtrise aucune connaissance à son sujet, d'autant qu'il existe différentes formes d'autisme qui peuvent déployer des capacités énormes de mémorisation et peuvent du coup faire illusion de normalité, limite surdoués, parce qu'il y en a même tout petits, on pense qu'ils sont surdoués, comme demeurer dans un mutisme et une attitude d'isolement terrifiant pour nous. Ce qu'il est intéressant de souligner, c'est que la position de Deligny a des similitudes avec celle des post-lacaniens contemporains, qui travaillent au sein d'institutions dont ils essaient de subvertir les obligations de résultat. Ce qui peut sembler étrange, puisque la psychanalyse s'appuie sur le langage, et que dans le cas de l'autisme, de langage justement, il n'y en a pas. Principalement, ils se rejoignent sur l'idée qu'il ne faut pas s'occuper d'eux, les laisser être tels qu'ils sont, pour ne pas devenir intrusifs et provoquer automutilation et hurlements qui accompagnent ce forçage. Lorsqu'un enfant autiste se mord jusqu'au sang, se frappe violemment la tête contre un mur, il ne s'agit pas d'une mauvaise façon de s'exprimer, comme le supposent certains comportementalismes, mais plutôt l'expression d'une souffrance authentique. Ils se rejoignent également sur l'idée de le laisser devenir à ou vers l'autre, attendre que l'autiste saisisse la main de l'adulte à ses côtés ou agisse à l'intention de l'autre. Jean-Marie a pris la main de Jacques Lin, qui demeurait quotidiennement à ses côtés, qui est éducateur, éducateur, non, il n'est pas éducateur, en fait, il travaille dans des usines, mais il est là auprès de Jean-Marie en tant qu'éducateur, sans étiquette, on va dire. Donc occupé à ses affaires quotidiennes pour lui montrer ce qui le faisait pleurer de douleur en pleine nuit. C'était une pierre qui n'avait pas été remise à sa place, un repère instable donc. Il l'a observé dans ses activités, installation électrique, et s'est proposé de l'aider en lui tendant au fur et à mesure les outils appropriés à la tâche réalisée. Donc il a bien observé ce qui a été fait et il répète, il lui donne l'objet au moment où il faut. Mais c'est Jean-Marie qui est venu de lui-même vers Jacques. Donc Deligny explique sa façon de faire, sa méthode, s'il en a une. Il nous a fallu aborder une certaine pratique du non-vouloir, ne serait-ce que par respect envers ce qui apparaissait comme une évidence, que tout vouloir faisait violence, en ce sens que vouloir à la place de l'autre, sur le mode de l'interprétation, est un viol. Il ne cherche pas la guérison, donc autre point commun. Il n'existe pas de soin, il ne le propose pas comme possible. Quelles que soient les raisons génétiques, biologiques, psychiques de l'autisme, il s'agit d'un faux problème. Les facteurs divers et variés ne répondront pas à la difficulté d'aider ces enfants et adultes autistes. Quel est l'objectif d'une prise en charge? Soulager les familles, aider ces personnes autistes à ne pas souffrir. Mais elle est peut-être aussi une remise en cause de notre position. Ne faut-il pas aussi les accepter dans leurs différences et refuser la norme normalisante des comportements? On parlait des médicaments tout à l'heure par rapport à l'agressivité. Cesser de vouloir les façonner à notre image. Deligny était dans la recherche d'un apaisement en répondant à leurs besoins d'immuabilité à partir des gestes quotidiens répétés aux côtés des mêmes individus. Préparer le pain, couper du bois, réaliser les mêmes trajets pour se rendre au village, se ravitailler. Que les objets et les personnes fassent signe et repère. C'est la même chose. Ce que nombre d'institutions mettent aujourd'hui en place. Ainsi observe-t-il que Jean-Marie ne se cogne plus la tête contre le mur, ne hurle plus et que son balancement qui demeure a changé. Il se fait plus rare et s'est modifié dans son amplitude. Deligny remet en cause la définition de l'humain comme structurée par l'ordre symbolique, parce que cette définition est vectrice de violence et d'exclusion. Il voit en l'autiste, inscrit dans le cercle de la vie commune, l'humain par excellence, un humain subjectif, hors du temps et de la mort, parce que hors langage, doué d'une mémoire spécifique du maintenant, du topos comme espace de ce là maintenant. Présence immédiate au monde, dont le mode de vie est celui du réitéré et donc du repéré, un voir, revoir, prévoir, agir. Alors peut-être faudrait-il parler d'un être avec le monde, plutôt qu'un être au monde de l'autiste, comme l'écrit Maldinet. Alors ça, j'ai fait une rectification il y a peu, parce qu'en fait j'ai entendu que Jean-Christophe, mardi,
qui parlait de Maldinet donc par rapport à ça. C'était plutôt de parler d'un être au monde, de dire un être avec le monde. Donc voilà, dans Penser l'homme et la folie. Parce qu'en fait, ça donnerait plus de place et donc de réalité à ce que Maldinet appelle le pathique, c'est-à-dire au sentir, au monde des sensations. Car si l'on parcourt les ouvrages d'autistes dits d'Asperger, on s'aperçoit que le monde est approché sur le mode particulier de la sensation. D'ailleurs, on remarque que les autistes peuvent passer des heures à faire couler du sable ou de l'eau entre leurs doigts. L'autiste subit le monde, mais il essaie de le saisir, peut-être, à travers la répétition. Cependant, vivre le maintenant comme un instant réitéré, une éternelle épiphanie du moment présent, hors de l'emprise du langage, ne me semble pas une posture idéale. Si le pouvoir du langage et notre assujettissement à celui-ci sont à souligner, il ne faut pas oublier que le pouvoir du langage est aussi celui de la pensée et donc la possibilité d'analyser cet assujettissement. Parce qu'en fait, je trouve que Deligny idéalise beaucoup ce côté réfractaire au langage. Être sans langage, sans désir, être sans manque, non habité par la pensée de la mort, n'est vraisemblablement pas paradisiaque, comme le révèlent les écrits d'autistes de haut niveau, ainsi que les hurlements et automutilations. Ces enfants ne s'y fient pas à la parole. Quand je vois ce qu'elle a fait de nous, je me fie à leur méfiance. C'est ce qu'il écrit dans Ligne d'air. Or, il y a là double contradiction. Ce propos évoque l'idée d'une position volontaire de rejet du langage de la part de ces enfants, ce qui me semble douteux. Ils semblent plutôt subir et souffrir de ce problème d'accès au langage. De plus, Deligny utilise lui-même le langage à travers l'écriture dont il est un grand virtuose, puisqu'il écrit très très bien, c'est très beau. L'autiste n'accepte pas le changement, il souhaite demeurer dans le même, l'immuable. Or, un être sans changement est un être sans avenir, sans projet, sans attente, dont l'existence est en suspens. Un être au monde qui est un hors-monde, idée qu'il me faudra certainement remettre en cause à partir des notions de l'être avec le monde et du pathique de Maldinet. Il serait plus justement hors de notre monde, tel que nous le voyons, l'approchons, le conceptualisons, nous, donc plutôt hors de notre monde. Alors, dont je doute qu'il faille idéaliser la position. Pour faire face à la violence et à l'exclusion dont sont victimes les autistes, je serais plutôt partisane de travailler sur l'attitude de chaque intervenant et d'aborder ces personnes autistes comme des sujets ayant besoin de repères et dont il faut respecter le mode d'être. Deligny voulait changer de mode d'être pour les laisser être. Ne peut-on simplement changer, et c'est déjà beaucoup, notre mode de pensée et d'intervention ? Oui. Vous avez parlé de la conscience réflexive par rapport à l'autiste. Très réflexive. Oui, ou la conscience de soi, la conscience de soi. Oui, justement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui, ça m'intéresse beaucoup cette question. Et est-ce qu'il y a des limites là-dessus Oh non, tout le même. Je pense que Frédéric le dirait aussi. C'est comme ils n'ont pas conscience, ils sont des objets. Pour eux, ce sont comme le rapport au corps de Samy. C'est pareil, ils ont un rapport au corps très compliqué qu'ils traitent comme un objet aussi. Et pour eux, nous sommes aussi des objets. Voilà. Par contre, ce sur quoi il s'appuie, Deligny, c'est qu'il veut que, comme une pierre a un lieu, il travaille beaucoup sur ça, sur le topos, les choses qui restent là. L'adulte qui les accompagne, il est déjà une chose, donc il doit être pareil, quelque chose d'immuable. Il est là, il doit être là, simplement là. Le fait d'être là, c'est déjà thérapeutique. Parce qu'à travers là, on peut essayer d'introduire une sorte de conscience de soi. Deligny ne cherche pas ça, mais pas du tout. Mais je pense que c'est plutôt le travail des cliniciens, ça. Oui. Mais Deligny ne cherche pas, en fait, il dit bien, moi je ne cherche pas à les guérir, je ne vais pas tromper les parents, je ne cherche pas à les guérir. Ce qu'il veut, c'est qu'ils aillent bien. Puis il a toute une histoire avec les institutions aussi, c'était vraiment l'asile, comme Foucault le dénonçait, en fait. Donc il est contre les institutions, c'est une position très politique qu'il a aussi. C'est pour ça que au niveau du langage, je trouve ça un peu, parce qu'il trouve que, il explique que c'est paradisiaque, que c'est super, quoi, parce qu'eux, ils ne sont pas liés au langage, justement, c'est génial. Ils ne souffrent pas, notre souffrance, c'est le manque, c'est le langage. Et eux, ils ne l'ont pas. Seulement, je ne crois pas qu'à les regarder, on envie leur façon d'être, quand même. Je trouve que c'est un peu extrémiste, quoi. Mais bon. Mais est-ce que c'est la position politique de Deligny ou celle des autistes?
Oui, on peut retourner comme ça aussi. Mais ça veut dire que tu leur donnes une volonté d'agir ainsi. Mais Quand on lit les écrits, moi j'ai lu beaucoup des Temple Grandin, William. Voilà. Je trouve que ils le subissent quand même. Ils subissent cette incapacité. C'est pas un choix. Il n'y a pas un choix d'être autiste depuis tout petit. Voilà. Après, je pense qu'il y a plutôt. Oui, je sais. Oui, oui. Maintenant, c'est discutable. C'est discutable, je pense. Après, j'ai là la nouvelle approche que je pense faire, c'est avec Malvinet, parce qu'en fait, Jean-Christophe disait que c'était plutôt un monde, le monde des sensations, et l'autiste, même Temple Grandin dit bien, moi j'ai regardé, c'était la lumière pendant des heures. Enfin, c'est très dans les. Alors, il voit, mais pas comme il regarde. Enfin, il voit, mais il ne regarde pas. Voilà, il voit tout, comme entendre, hein, ils ne sont pas sourds. Hein. Mais c'est pas comme nous. Ils peuvent se mettre à hurler parce que justement ils entendent des trucs différents de nous. C'est très étrange. Hein, ils entendent au niveau sensoriel des choses différentes de nous qui ne sont pas tout à fait la définition néanmoins. Voilà. Oui, oui, c'est ce qu'ils disent. Sur la question de l'être au monde ou de l'être hors du monde, ce qui a terminé un peu là-dessus. Ça ne vous fait pas grand-chose, mais enfin, il y a une petite distinction lacanienne, et je pense que c'est dans le séminaire 10, le séminaire sur l'angoisse. Bon, ça peut peut-être aider à la réflexion. Il parle du fait quand même que le monde est plus doté du réel, et nous, on fait monter le monde sur une scène par le signifiant. C'est-à-dire que nous, la définition même depuis Freud, on a sans doute changé bien heureusement, enfin à la base c'était un andere Schauplatz, une autre scène. Et donc évidemment l'autiste et l'inconscient, ça fait bien entendu d'eux, mais voilà, ils sont au monde, ils sont dans le monde et ils ne sont pas sur la scène. Et l'important de ce que tu disais aussi, c'est que quelque part, ils consentent à venir un peu sur la scène, mais c'est eux qui viennent prendre la main. Voilà, c'est ça. Qui est au départ un objet, hein, parce que la main peut être utilisée, la main de l'autre peut être utilisée pour faire quelque chose. Hein. Tout à fait. Ça, c'est vraiment très, très fréquent dans le film. Si. Est-ce que vous pouvez reprendre ce que dit Deligny par rapport au signe? Comment... La citation. Oui. Oui, mais comment... Le signe, c'est un repère, c'est pareil. Pour lui, c'est la même chose. C'est un signe sans signifiant. Ça fait ces signes. Alors nous, ça, je sais pas en logique si on peut l'utiliser comme ça, parce que nous, quand on dit si je te fais signe, on met du sens. Mais là, ça n'a pas de sens. C'est un repère, c'est pareil. Donc je pense que ça rejoint plus Deleuze, en fait, sur mettre des repères pour territorialiser l'espace, pour qu'ils puissent y vivre. C'est les trous dans le mur de Samy, quoi. Voilà, ou les trous dans le mur de Samy, c'est pareil, oui. Oui, et alors, donc la cité Temple Grandin, il faut peut-être parler aussi de Donna Williams, par exemple, qui est, ça c'est un bouquin que tout le monde pourrait lire ici. Si on me touche, je disparais. Un petit bouquin où je n'existe plus, voilà, c'est ça. Ça dépend de la traduction de l'anglais. Où c'est un tout premier cas, mais c'est assez récent parce que vu que les méthodologies ont heureusement un peu évolué, c'est seulement au début des années 90, je pense, ou fin des années 80, qu'on a eu les premiers témoignages des autistes eux-mêmes sur leur construction progressive, sur leurs difficultés, voilà. Et alors, elle expliquait très bien, c'est là la distinction entre le signe et le signifiant, pour rebondir là-dessus. Elle est obligée de penser, de fonctionner avec d'immenses paquets d'informations qui ne sont pas traitées par le signifiant, mais qui sont toutes des séries de signes, un exemple parmi tant d'autres. Si quelqu'un lui pose une question précise, même avec une petite coloration affective, pour elle, ça vient au milieu de toute une ligne de raisonnement, et plutôt que de répondre précisément à la question qu'on lui pose, elle est obligée de répéter tout le raisonnement où la réponse se trouve. Voilà l'exemple d'un fonctionnement par signe plutôt par signifiant. L'utilisation des cryptogrammes pour ce aussi, c'est pareil. Et ça, Deligny, je ne savais pas, c'est que Deligny a essayé en fait de faire des cryptogrammes. Et il faisait faire des photos au début de l'objet réel, et puis ça ne marchait pas. Enfin, ça a été, il a fait des recherches là-dessus pour essayer de travailler sur les cryptogrammes, pour essayer de communiquer. Hein. Parce
qu'on utilise aujourd'hui d'ailleurs les institutions pour les ateliers. C'est devenu trop généralisé. Ouais. Voilà. Par contre, l'utilisation de la photographie, faire passer l'objet du réel à l'image et à sa symbolisation, ça reste toujours intéressant. Le problème, c'est pas les pictogrammes, c'est la généralisation. Il y a tout un travail chez Deligny sur le rapport entre l'agir et le faire. Donc je ne comprends pas encore ça très bien. C'est très facile. Le faire, il y a un but. L'agir, il n'y en a pas. C'est pour rien. Voilà, c'est très facile. Nous, on fait quelque chose en vue de quelque chose. L'autiste, il agit parce qu'en fait, il fait pour rien. C'est faire pour rien, l'agir. Il n'y a pas d'objectif. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'ai regardé un documentaire de Deligny qui parlait du rapport entre les autistes et l'espace. Et si je ne me trompe bien, en fait, si on peut obtenir à la fin un schéma représentatif d'un espace. Tu parles des lignes d'air alors? Tu parles des lignes d'air? Je ne me rappelle plus. Et ça, c'est un classique, quoi. En fait, dans l'espace où ils habitent, où ils vivent, il y a des pierres, un tronc d'arbre, voilà, et surtout une fontaine, puisque Jean-Marie, en fait, c'est Jean-Marie qui est. Faut imaginer que Deligny, il ne s'est pas dit ah ben, je vais me mettre là puis je vais faire venir les enfants. Au départ, c'est en fait l'autiste qui a choisi le lieu parce qu'il adore l'eau et donc ça a été fait toujours il y a de l'eau. Voilà. Donc là où ils aillent, c'est pas français ce que je dis, là où ils vont, il y a toujours un point d'eau parce que en général les autistes adorent ça. Donc c'est Jean-Marie qui a l'initiative. Il dit toujours Jean-Marie, tu as l'initiative du réseau. Donc il y va et en fait parce que Jacqueline n'arrivait plus il était tout seul avec Jean-Marie. Et c'était très difficile, c'était très pesant, comme tu peux le vivre en institution parfois. Et donc, Deligny lui a lancé l'idée, essaie de tracer ce qu'il fait dans la journée où il va. Et donc, ils ont repéré. Donc, en fait, tu as les cernes. Les cernes, c'est les ronds en gras, là où en fait il s'arrête et où il bouge plus. Donc, il y a des lieux où il se balance. Voilà, les lieux où il se balance, c'est souvent des croisements. Il a remarqué, c'était souvent des croisements de chemin, et il n'y a pas le choix, quoi. Il n'y a pas le choix, donc il reste là, il se balance là. Et puis après, le reste, ça fait le tour, parce qu'en fait, il se délimite tout seul. Alors, ce qu'il remarquait, ça rejoint un peu le coutumier, c'est que même si c'est des lieux, parce qu'il est allé dans les Cévennes, des lieux oubliés, c'est-à-dire des lieux qui ont existé avant, où les gens passaient autrefois, l'autiste, il sait, lui. Et lui, il le retrouve. Alors, il y a les ronces, il y a tout ce que tu veux, mais lui, il le retrouve. L'autiste, il sait où sont passés les gens avant. C'est pour ça qu'il l'inscrit aussi un peu comme ça dans le groupe humain. C'est comme s'il suivait les traces. Oui, c'est ça, comme s'il suivait les traces. Ouais. Que nous, on ne verrait pas. Lui, il les voit. Merci. Il y a un bouquin assez intéressant qui a été publié l'année dernière par le psychanalyste breton, Jean-Claude Malval. Oui, je l'ai lu. Tu as lu L'autiste ça? et... L'autiste et savoir. Oui, j'ai lu. Où, c'est justement dans ton exposé, tu poses quand même la question de l'aliénation signifiante. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un refus? Quel est le rapport de l'autiste au langage, finalement, pour aller vite, hein? Et c'est pour ça que je disais dans les institutions spécialisées, ils essayent de réfuter ou de confirmer l'hypothèse que l'enfant ou l'autiste est un être quand même de langage. Et donc, ce n'est pas parce que c'est un fonctionnement par signe que pour autant, c'est la distinction entre l'enfant sauvage élevé par des loups ou l'autiste qui a quand même affaire à de l'autre avec un grand A. Ça, c'était très. C'est un problème, à mon avis, qui n'est plus. De plus en plus, on se rend compte que s'il vient de prendre la main, c'est qu'il y a quand même quelque chose de possible dans le partenariat, finalement. Il y a une humanité qui se passe du blablabla, il y a une humanité qui est humaine sans énonciation. Et ça n'est pas pour autant qu'ils sont forts en langage, ils sont forts par rapport à d'énonciation, mais ils sont inscrits dans le loi. Mais c'est très préférable, j'ai vraiment apprécié ton travail. Ça amènerait à dire une différence entre parole et langage, alors pour le coup. Bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire qu'il pourrait, si on peut dire, incorporiser le langage
tout en n'accédant pas à la parole aussi. En soi, pas ça. Ils ne peuvent pas se passer du langage en tant qu'être humain, mais ils ne sont pas obligés, en tout cas, ils ont la plus grande prudence quant à l'énonciation. Ça, c'est pas tant le cas d'autiste. Tu as eu un cas qui n'a pas besoin des années, qui t'a lâché une phrase. Bon, Oui, il y a ces cas-là, oui. Il y a deux trucs. Il y a plutôt verbeux les autistes, c'est le mot de Lacan, la conférence de Genève sur le symptôme en 75. Et les autistes, quand ça parle, ça parle. Il y a des autistes mutiques, puis il y en a qui, voilà, mais ça parle leur sens. Ça, c'est très bien écrit dans le proposé. Et puis, comme le rappelle Elodie, il y a des choses, et je pense que c'est Birger Céline et Temple Grandin qui parlent de ça. Enfin, dans le bouquin de Malval, c'est assez bien écrit. Un autiste qui avait fait le choix du mutisme, ou en tout cas qui était mutique, c'est pas la question du choix de discuter. Oui, parce que ça donne déjà une intentionnalité. Ouais, je suis pas sûre. Ça, on en parlera. Quoi qu'il en soit, il y a des autistes qui n'ont absolument jamais parlé de leur vie. Et moi, j'ai eu le cas dans la clinique. Je vais donner deux exemples. Il y en a un. Par exemple, qui n'avait jamais parlé, et puis il a effectivement, on a commencé à avoir des jeux avec d'autres enfants dans l'institution, et moi ne le connaissant pas très bien, je me suis approché de lui un peu vivement, comme ça, et j'ai vu que, bon, vous êtes quand même devant l'arrière, assez angoissé, le soir, lors de la mise au lit, il se retourne vers moi et me dit, j'ai eu peur tout à l'heure. Mais là, il y a du sens en plus. Hein. Alors, un autre exemple qui n'est pas dans la pratique à moi, mais qui est dans le bouquin de Malval, oui, j'en ai parlé de la prune en fait. Quoi. Voilà, donc c'est un autiste qui mange un fruit, une prune comme ça, et la peau se colle au palais, vraiment à l'intérieur de la bouche, ce qui n'est pas non plus dans le randonneur. Et il essaye de l'enlever, vraiment, il n'y arrive pas, et au bout d'un moment, il prononce la phrase « enlevez-moi ça ». Et puis il n'a plus jamais parlé de sa vie, quoi. Ou alors Rends-moi ma balle. Un autiste qui dit à son père, qui pareil, il n'a jamais parlé, mais son père, c'est les objets autistiques. Donc, comme tu dis, il faut de l'objet. Et en fait, son père lui a pris la balle et rends-moi ma balle. Oui, comme le caillou qui n'est plus à la même place dans le projet. Insupportable. C'est insupportable. D'ailleurs, ce que tu as très bien décrit, c'est la différence, et comment tu as appelé ça, à partir de Ligny, entre l'immuabilité et l'immobilité. Fort différent. Il est nécessaire que l'immuabilité du monde pour l'autiste soit assurée, sinon, tu décrivais très bien les automutilations, la tête dans le mur au sens propre. Oui, Jean-Marie faisait ça. Oui. Mais oui, j'en ai connu. Et cet exemple-là de la prune, ou bien de votre propre exemple, Oui. c'est aussi, ça s'expliquerait, enfin je dis au conditionnel, comme le fait qu'il y ait une intrusion, donc, que ce soit à l'intérieur du corps, avec le cas de la prune, ou vous-même, une intrusion qui déclenche au plan affectif un surcroît d'émotions. Il y a beaucoup d'explications qui vont dans ce sens. Tout à fait. C'est donc dans un moment d'extrême angoisse où il se risque à énoncer. C'est un moment difficile pour lui et à la limite, à l'inverse, il y a d'autres cas qui étaient mutiques. À partir du moment où je me souviendrai toujours des années de travail avec un jeune homme qui venait de Polynésie française, il avait été fâché. Il avait fait Tahiti, Paris, Pliqui. Ça change, hein, pas fait et puis la campagne belge, il y a quand même des choses différentes. Pour reconstruire ses terres, les pierres ne sont plus au même endroit. Et Louis, quand on commence, il ne disait jamais rien. Et quand on entendait gâteau tout à l'heure, gâteau, là, il fallait aller l'apaiser, il fallait aller s'écouter parce qu'il se passait quelque chose pour lui de tout à fait difficile. Donc, quelque part, quand l'autiste se met à parler, alors que beaucoup de méthodes poussent comme ça pour allez, vas-y, lâche-toi, dis-nous ce que tu veux, non, attends, il n'y a rien, ça fait violence à l'autiste de parler. Et c'est dans des moments d'extrême d'angoisse, quand il n'a plus d'autre choix possible, qu'il va prendre la parole, et le moins souvent possible. Ce qui nous fait réfléchir, nous aussi, à tout notre blabla. Oui, et puis tu as bien parlé des balancements, des hurlements, de tout ce qui est une... voilà, nous on se pose énormément de questions à la base. Moi, quand j'ai débarqué sur le terrain, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils font Après, on se rend compte que ce sont des opérations qui ont leur immuabilité, leur logique, leur fonction, qui sont fondamentales pour eux, pour habiter ce monde.
À la limite, nous, on caquette avec la langue, eux, ils balancent chacun son truc. Oui, chacun son truc. Ben oui. Il les laissait se balancer, hein, Voilà. ça pesait. Ouais, il se mettait derrière Jean-Marie, puis il se balançait comme ça. Bah, bon, ça ne me dérange pas. Voilà. Ça dérange qui d'ailleurs? bien, on dirait, les Oui, nouvelles ouais. méthodologies. Voilà. C'est toujours la question de la norme après, voilà. Je me fie à méfiance. Ouais, c'est lui qui se méfie. Il y a identification là. C'est ça, on va mourir de rire, parce que tu parlais aussi des aspergeurs qui, quelque part, c'est un sobriquet scientifique pour définir certains autistes de haut niveau. Ça, oui, bah, Dustin Hoffman. Alors j'ai appris récemment, justement dans le colloque dont je parlais, la santé mentale existe-t-elle, donc le dernier colloque de psychanalyse à Bruxelles le week-end dernier. Je pense que c'est aux États-Unis ou en Angleterre. Il y a une association d'Asperger qui a créé la charte de critique des neuronormaux. Il faut aller chercher, je me souviens plus de tout, mais enfin, c'est un mot bien de rire, puisque les aspergeurs ont été définis comme ceux qui ne parlent pas beaucoup, qui ont des capacités spéciales, des bizarreries comportementales. Eux, ils ont tout retourné sur, soi-disant, les normaux en disant ce sont des gens très jaloux, ils parlent beaucoup, ils racontent n'importe quoi, ils n'ont aucun respect des objets. Bon, voilà, donc c'est pas mal. Ça aurait pu être de Ligny, ça, je crois. C'est ça, c'est ça. Voilà, malheureusement, l'orientation de Ligny est plus majoritaire. Mais il dit que là, c'est nous qui devons changer de façon d'être et notre position, parce qu'on n'a pas à leur imposer des choses comme ça. Surtout aujourd'hui, avec les méthodes comportementalistes, qui sont plutôt de l'ordre du dressage, je crois. Mais il ne faut pas diaboliser non plus. Non. C'est bon ? Merci.